retour dans le grand JT de l'éducation. Alors évidemment, tous les parents veulent voir réussir leurs enfants à l'école et dans le monde professionnel. Mais certaines choses doivent passer avant ça. Eh bien, le bonheur, l'épanouissement ou la confiance en soi, c'est aux parents de créer toutes les conditions pour que l'enfant se sente bien et réussisse sa vie. On va en parler avec Sandrine Dirani. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venue sur ce plateau, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes créatrice de Zen Éduc, une plateforme de soutien scolaire et autrice de ce livre, justement, les 10 secrets des parents dont les enfants réussissent. C'est paru chez DBS, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, DBS. Comment alors montrer à son enfant qu'on a confiance en lui, qu'il peut réussir? Alors déjà, la première chose, c'est d'avoir véritablement confiance en lui. Donc un enfant, la confiance en soi n'est pas innée pour un enfant. Finalement, elle va grandir dans le regard que les parents portent sur nous. Donc plus le parent va laisser son enfant oser faire des choses, le laisser aller de l'avant, c'est dans l'action qu'on peut éprouver sa confiance en soi, plus finalement il va se rendre compte qu'il est capable de faire plein de choses, et quand il n'est pas capable, qu'il est aussi capable de rebondir suite à un échec. Donc oser faillir aussi, c'est-à-dire le laisser aussi tomber, faillir, se tromper, avoir des mauvaises notes. Exactement. De la même façon qu'on a vu nos enfants apprendre à marcher et qu'on les a vus tomber, il va falloir les laisser tomber dans la vie pour pouvoir apprendre de leurs échecs et puis pouvoir se relever. C'est comme ça qu'ils vont vraiment prendre confiance en eux. Comment on valorise un 4 sur 20 ? Alors, un 4 sur 20, déjà, on essaye de comprendre ce qui s'est passé. Parce que finalement, est-ce que l'enfant n'a pas assez travaillé? Donc, on essaye d'engager un dialogue avec lui et lui demander, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, est-ce que tu n'as pas assez travaillé? Auquel cas, il sait que la prochaine fois, il va falloir qu'il travaille de façon plus assidue, on va dire. Est-ce qu'il ne sait pas s'organiser, par exemple? Est-ce qu'il ne sait pas planifier son travail et s'organiser? Auquel cas, on peut l'aider à mettre en place un planning de travail. Donc, vraiment, le but, c'est de créer les conditions d'un dialogue de confiance avec son enfant pour qu'il se sente à l'aise de dire ce qui s'est passé et puis de trouver des solutions. Le but, en fait, c'est pas de rester sur le pourquoi. Pourquoi un 4 sur 20? Parce que, du coup, c'est fait, le 4 sur 20. C'est comment on fait la prochaine fois pour ne plus avoir 4 sur 20. Louis Flandreau. Moi, j'aimerais déjà revenir sur la définition du mot réussir. Parce qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'injonction à la réussite. Il faut qu'on réussisse. Sur LinkedIn, c'est le monde des bisounours de la réussite. Sauf qu'en réalité, peut-être que réussir, c'est tout simplement accepter d'être à un endroit tout simple et d'y être bien. Et c'est peut-être ça aussi, c'est ce que je vous demande. Est-ce que c'est pas le discours qu'on doit avoir par rapport à nos enfants, leur dire, quoi que tu fasses, l'important, c'est d'abord que tu sois heureux, et alors là, tu auras réussi. Et vous voyez ce que je veux dire? Loïc, c'est votre question, c'est quoi? Comment définir la réussite? Comment définir la réussite, c'est ça? C'est ça. C'est exactement ça, en fait. C'est exactement ce que vous dites. La réussite, finalement, c'est de trouver sa place dans ce monde, c'est de se sentir épanoui et c'est de pouvoir se réaliser. Donc, en fait, un parent dont l'enfant réussit, c'est un parent qui a réussi à créer les conditions de confiance qui fait qu'un enfant peut explorer des choses, peut découvrir qui il est, peut trouver sa voie, et sa voie, c'est forcément celle où il peut se réaliser et s'épanouir. Donc, c'est ça, pour moi, la réussite. Alors aussi, c'est une question d'émotion. Il faut pouvoir les gérer, ces fameuses émotions. Comment fait-on quand on est parent ? Alors, quand on est parent et qu'on voit que son enfant est peut-être hypersensible ou a des émotions à gérer, la première chose, c'est vraiment, encore une fois, d'engager le dialogue et de savoir ce qui se passe. Est-ce qu'il a des besoins inassouvis? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vraiment, d'essayer d'engager le dialogue avec son enfant pour l'aider à mettre des mots sur les émotions et du coup, pouvoir petit à petit les gérer. C'est quoi cette petite roue qu'on peut retrouver, page 39 de votre bouquin? Alors, c'est une roue qui est assez classique, c'est la roue des émotions qui permet justement, quand les enfants n'ont pas forcément les mots, parce qu'ils n'ont pas toujours forcément les mots pour dire est-ce qu'ils sont en colère, est-ce qu'ils ont la rage, enfin vraiment, pour savoir évaluer leur niveau en fait d'émotion et mettre les bons mots dessus. Alors, autre chose, est-ce que vous étiez organisé, vous, quand vous étiez élève? Plutôt, ouais. Ouais. Et donc de bonnes études. Ça a fonctionné. Non, des études toujours à peu près moyennes en réalité. Mais j'avais une organisation. Ça joue beaucoup? À l'organisation, énormément. En fait, les élèves qui travaillent à la dernière minute, forcément, ils ne peuvent pas avoir des super bons résultats. Et c'est surtout qu'en plus, ils ne peuvent pas ancrer les apprentissages. Parce que pour véritablement apprendre, il faut mémoriser. Et pour mémoriser, on dit qu'il faut réactiver 5 fois les apprentissages dans sa mémoire. Donc on voit bien qu'il faut s'y prendre à l'avance. Alors, à l'intérieur de ce livre, il y a un complément numérique. Qu'est-ce qu'on peut y trouver? À quel exercice je vois? Alors, c'est plein d'exercices en plus qu'on avait. C'était vraiment très, 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 très riche en exercices. Donc, on s'est dit qu'il y en a pas mal déjà dans le corps du livre. Mais en plus, il y a des exercices numériques en plus. Il y en a notamment un que moi, j'adore, qui est l'arbre de vie, qui permet vraiment d'engager un dialogue avec son enfant
pour découvrir qui il est, quelles sont ses racines, dans quoi il puise pour grandir, quel est son tronc, donc quelles sont ses valeurs intrinsèques qui vont lui permettre aussi de grandir, et les branches quels sont ses projets. Donc vraiment, c'est quelque chose qui permet de discuter avec son enfant de qui il est et où il a envie d'aller. Et je trouve que c'est un exercice qu'on peut faire à tous les âges. Alors tout ça, ça paraît bien pour les parents qui sont effectivement dans une énergie assez positive, où tout se passe bien, où a priori eh bien, l'activité professionnelle fonctionne, le ménage aussi, enfin tout va plutôt correctement. Et puis après, il y a la réalité du quotidien, c'est-à-dire le stress, l'angoisse, on est pressé, etc. Comment font les autres parents, les vrais? Alors, c'est vraiment fait pour les vrais parents parce qu'il y a plein d'astuces qui sont hyper courtes. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de la gestion du stress. Moi, il y a une astuce que je mets toujours en pratique avec mon fils. C'est par exemple la respiration carrée. La respiration carrée, c'est 16 secondes. Ça veut dire que l'enfant inspire pendant 4 secondes, bloque sa respiration 4 secondes, expire 4 secondes et bloque sa respiration 4 secondes. En 16 secondes, vous arrivez à retrouver un calme dans la famille. Donc, il y a plein de petites astuces qui peuvent être adoptées au quotidien et qui ne sont pas longues. Et après, il y a des exercices qui sont effectivement un peu plus longs, pour lesquels il faut plus de temps avec son enfant. Alors, il y a un autre chapitre que je trouve assez chouette, c'est aide-le à comprendre comment fonctionne son cerveau. Mobiliser, par exemple, son attention, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2 qui est comprendre. Racontez-nous, en fait, pourquoi vous avez eu envie, enfin ça paraît assez logique, mais d'aider les parents à comprendre comment fonctionne le cerveau des enfants. Alors, parce que très souvent, en fait, les parents nous appellent un petit peu démunis parce que leurs enfants ont des mauvaises notes et il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Par exemple, l'enfant peut très souvent, nos jeunes prennent leurs notes, lisent leurs notes plusieurs fois et à un moment, il y a cet instant magique où ils ont compris. Et ils ont l'impression que là, ils referment leurs notes et qu'ils ont tout compris et que ça va bien se passer le jour de l'examen. Or, pas du tout, parce qu'ils ont compris, donc ils ont ancré dans la mémoire à court terme. En revanche, ils n'ont pas mémorisé. Donc, une semaine plus tard, quand il y a l'examen, ils n'ont plus les informations dans leur mémoire. Donc, c'est vraiment montrer qu'il y a 5 étapes et que si ces 5 étapes ne sont pas suivies, finalement, l'apprentissage n'est pas véritablement ancré. Vous êtes aussi, donc, vous avez monté la plateforme Zeneduc, hein, c'est ça? Oui. C'est une plateforme qui de soutien scolaire. Elle n'est que par Internet, en fait, en visio? Oui, alors c'est totalement par Internet parce qu'on a choisi en fait de sélectionner les meilleurs formateurs un petit peu partout et on ne pouvait pas avoir un maillage local assez précis. Donc depuis 2016, ça n'a rien à voir avec la pandémie, depuis 2016, on fonctionne sous visioconférence. Et après, on a des contrats avec des écoles, avec des universités et là, pour le coup, c'est en présentiel. Alors, comment ça se passe justement le soutien scolaire pour ces élèves-là? Parce que au-delà du fait effectivement, avec un professeur de maths, d'étudier les maths, j'imagine qu'il y a tout un relais de confiance qui s'opère pour justement dynamiser l'élève. Est-ce que c'est pas plutôt ça qui prévaut plutôt que la matière en elle-même? Si. Alors déjà, de toute façon, Zeneduc, ce n'est jamais des formations longues. L'idée, c'est pas d'être une béquille pour l'enfant, mais c'est plutôt d'être un tremplin. Donc en fait, l'idée, c'est que j'ai les parents au téléphone, je leur parle pendant une demi-heure pour essayer de comprendre un petit peu quelle est la véritable problématique de leur enfant et de l'orienter vers la bonne formation. Et à partir de ce moment-là, il y a comme un quatuor qui se passe entre l'élève, le parent, moi et la formatrice. Donc vraiment, le but, c'est d'aider l'élève à prendre confiance en lui et à progresser. Donc on ne va pas tous faire Polytechnique, on est bien d'accord. L'idée, c'est de prendre un enfant à un niveau et de l'aider à développer au maximum ses capacités. Loïc? Ce qu'il faut aussi dire aux parents et leur apprendre, c'est de ne pas être déçus quand leurs propres projections de réussite ne sont pas atteintes. Qu'est-ce que vous leur dites à ces parents-là pour qu'ils lâchent un peu la grappe à leurs enfants? Déjà, que nos enfants, ce n'est pas du tout une continuation de nous-mêmes. Ils ont leur propre destin et il va falloir qu'ils écrivent leur propre scénario de vie. Donc là, c'est déjà la première chose qui est très importante. La deuxième chose qui est super importante, c'est qu'ils comprennent qu'on ne peut pas valoriser le résultat, mais qu'il faut valoriser le progrès. Donc, un enfant qui a 5 en maths en permanence, s'il a 8, c'est génial, en fait. C'est vraiment extraordinaire. Et il faut l'encourager. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose entre le moment où il avait 5 et le moment où il avait 8 qui était différent. Et c'est vraiment l'aider à comprendre. Qu'est-ce que tu as fait de différent? Peut-être que tu as adopté une méthode de révision qui te correspond mieux. Donc, c'est vraiment aider son enfant et le mettre sur la voie de la progression. Parce que finalement, on n'est pas tous parfaits, mais l'important, c'est d'apprendre tous les jours. Il passe des heures à faire des devoirs et les résultats ne suivent pas. Il travaille toujours à la dernière minute. Il ne sait pas s'organiser. Il manque de concentration. Il ne trouve aucun sens à ses apprentissages. J'ai l'impression qu'on parle presque d'un peu de nos enfants. Pardon, hein, mais bon, il avait compris sa leçon, mais il a une mauvaise note. Franchement, il est paresseux. Il ne sait pas apprendre par cœur. Bon, tout ça, évidemment, est peut-être un peu grossi. Mais c'est souvent ce qu'on retrouve, finalement, dans les problématiques de l'apprentissage. Alors là, c'est vraiment des choses que j'ai eues au téléphone. C'est des parents que j'ai eu au téléphone. C'est vraiment ce que je reçois tous les jours comme coup de fil pour m'expliquer que les enfants, effectivement, ne sont pas motivés. En réalité, je pense que pour qu'un enfant réussisse ses apprentissages, la
clé, c'est la motivation. Et pour qu'un enfant soit motivé, il faut qu'il trouve du sens à ses apprentissages. Donc j'encourage les parents à essayer de parler avec leurs enfants des objectifs, à se fixer des objectifs. Pourquoi est-ce qu'ils travaillent? Quelle est la finalité des apprentissages? Une fois qu'ils savent pourquoi, qu'ils se fixent des vrais objectifs qui sont quantifiables, mesurables. Et enfin, une fois qu'on a l'objectif, qu'on se demande comment on fait pour qu'ils deviennent réalité. Parce que c'est super d'avoir des objectifs, mais si jamais on ne s'est pas posé la question de comment on fait pour qu'ils réussissent, et ben à ce moment-là, effectivement, l'enfant ne se mettra jamais en mouvement. Donc la motivation, c'est uniquement apprendre à mettre son enfant en mouvement et à le rendre responsable de sa vie et de sa propre réussite, en fait. Et du coup, est-ce que les parents réussissent aussi après ? Les parents, normalement, ils réussissent à être plus cool. C'est-à-dire que la relation parent-enfant est supposée être apaisée à la fin. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, Sandrine Dirani. Je rappelle le titre de votre livre, Les 10 secrets des parents dont les enfants réussissent, paru chez DBS, et également votre plateforme de soutien scolaire qui s'appelle Zanéduc. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci. Tout de suite, on va retrouver l'invité de la semaine de Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Regardez.